When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 173e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je m'inspire d'un autre épisode de podcast, le podcast Rational Reminder, le numéro 344, publié en 2025, qui s'appelait The One Job of an Equity Investor. Et je me questionne une discussion qu'ils ont eue dans cet épisode-là, qui se demandait est-ce que la gestion active aurait finalement sa place dans notre portefeuille? Donc, le private equity, c'est pas mon expertise, on en parle un petit peu dans l'épisode, mais surtout pour voir est-ce que la gestion active aurait sa place finalement. Donc, j'ai rassemblé plusieurs segments de discussion dans cet épisode-là de podcast pour tenter de vous offrir une vision la plus complète et la plus nuancée possible sur ce sujet-là. Donc, premier élément que j'aborde, c'est l'efficacité des marchés puis le rôle des gestionnaires actifs. Donc, l'efficience des marchés implique que toute sous-évaluation ou surévaluation des actifs va être corrigée par les gestionnaires actifs qui achètent ce qui est bon marché et qui vendent ce qui est surévalué. Donc ça va assurer un retour à l'équilibre, puis ça va favoriser la liquidité en permettant aux investisseurs de toujours trouver une contrepartie qui est prête à être négociée. Même Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, qui était un fervent défenseur, bien sûr, de la gestion indicielle, reconnaissait que l'indexation, donc juste suivre des indices, ça reposait en grande partie sur le fait qu'il existait une gestion active à côté qui était efficace pour maintenir l'intégrité du marché. Donc, s'assurer que quand un titre ne vaut plus ce qu'il vaut, il va diminuer en valeur au lieu de continuer à se faire acheter à travers des FNB indiciels. Mais pourquoi alors les gestionnaires actifs ne battent-ils pas systématiquement le marché? Donc, les études montrent qu'il y a un certain pourcentage de gestionnaires actifs qui surpassent le marché. Par contre, le défi réside dans le fait d'identifier ces gestionnaires-là à l'avance. Donc, le modèle de Burke et Green met en lumière le fait que les gestionnaires compétents attirent plus d'actifs sous gestion, ce qui dilue leur capacité à générer des rendements excédentaires, donc un alpha. De cette façon-là, la persistance de la surperformance d'un même gestionnaire par rapport au marché est rare, puis est souvent absorbée par les frais de gestion. Donc, ce qui est difficile pour un gestionnaire, c'est pas de battre le marché 1 an ou 2. C'est que quand il commence à bien faire, tout le monde va aller avec lui, donc il reçoit beaucoup d'argent. Puis là, la stratégie qui lui a permis de réussir à battre le marché dans les dernières années n'est plus viable avec autant d'argent. Donc, il faut qu'il change de style, ce qui fait en sorte qu'il n'est plus capable de battre le marché par la suite. Mais c'est quand que la gestion active fait du sens. Donc, David Swenson, qui est un ancien directeur des investissements du fonds de dotation de Yale, recommandait de choisir la gestion active lorsque l'écart entre les performances du premier et du troisième quartile des gestionnaires était significatif. Donc ça indiquait qu'il y avait un bon potentiel de ce que les animateurs appelaient un alpha. Donc la loi fondamentale de la gestion active souligne que l'excès de rendement dépend du niveau de compétence du gestionnaire et de la diversité des opportunités d'investissement. Donc en gros, les marchés où la dispersion des rendements est élevée entre différents gestionnaires, ça va offrir un avantage en termes d'opportunités pour la gestion active. Mais en même temps, c'est quand qu'on va savoir que l'écart entre la gestion active du premier et du troisième quartile des gestionnaires est significative. C'est pas tellement précisé non plus dans l'épisode de Rational Reminder. Il parle ensuite d'allocation entre gestion active et passive. Donc, pour la majorité des gens qui investissent, on ne souhaite pas nécessairement consacrer du temps à l'analyse des marchés. Puis une stratégie indicielle devient donc intéressante parce que c'est une stratégie qui est automatiquement diversifiée puis à faible coût. Donc, ça semble être la meilleure solution pour nous.
Cependant, pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans des segments plus spécialisés, ben, la gestion active pourrait être judicieuse, notamment dans des marchés émergents ou dans des marchés plutôt où il y a beaucoup de volatilité. Il parle ensuite de la montée en puissance là, du capital investissement qu'il appelle, là, donc private equity. Depuis deux décennies, donc à peu près une vingtaine d'années, là, ils disent que l'argent qui est dirigé, en fait, il y a beaucoup d'argent qui est dirigé du marché public, là, donc le marché boursier, vers des marchés privés. Donc, bien que les actifs là, sous gestion dans le marché des actions soient d'environ 38 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, ben, les montants gérés par les fonds de capital risque, là, capital investissement, atteignent respectivement 2 700 milliards et 1 300 milliards. Donc, cette transition-là, parce que ces montants-là sont plus élevés qu'avant, les auteurs disent que c'est motivé par plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'est la recherche de rendement. À l'époque qu'ils ont enregistré l'épisode, là, souvent, c'est que les taux d'intérêt vont être bas. Donc, les gens cherchent des rendements dans un environnement où il y a un potentiel plus élevé par rapport aux taux d'intérêt qui sont proposés. Il parle également un autre facteur qui peut expliquer que les gens se dirigent de plus en plus vers du capital risque ou investissement, c'est la sophistication là, des investisseurs institutionnels. Donc, de plus en plus, ces fonds de capital risque-là vont proposer des produits de plus en plus intéressants pour les investisseurs. Il parle ensuite de changements réglementaires qui facilitent l'accès aux investissements privés. Notamment, là, j'ai parlé d'une plateforme sur laquelle j'ai expérimenté du prêt privé. Je la nomme pas, mais il y a ce genre de plateforme-là qui permettent de le faire plus simplement qu'avant. Il fallait que tu passes par un courtier. Et le dernier facteur, c'est l'accès qui est facilité au capital là, pour les entreprises privées. Donc, de plus en plus, ce que les auteurs, ben, les animateurs disent, c'est qu'il y a des entreprises qui ne souhaitent pas se financer à travers le marché public parce qu'il y a beaucoup de contraintes administratives de générer des rapports et tout ça. Donc, ils sont bien contents, ces compagnies-là, d'avoir un accès plus facile à du capital en restant hors des marchés publics le plus longtemps possible, donc en allant chercher l'argent auprès d'investisseurs privés. Lorsqu'on se dirige vers de la gestion active et davantage vers de la gestion là, dans du capital risque, là, donc quand je parle de capital investissement, capital risque, c'est d'investir directement dans des entreprises, là. Donc, on parle de prêts privés. Donc, c'est quoi les 4 avantages selon les animateurs d'investir dans des entreprises privées? Le premier, c'est un contrôle accru. Donc, contrairement là, aux gestionnaires de fonds publics, les investisseurs privés vont souvent avoir en fait, un pouvoir décisionnel un peu plus grand là, sur les entreprises. Donc, ça dépend bien sûr le montant d'argent que vous mettez et la grosseur de l'entreprise. Deuxième avantage, c'est une opportunité de rendement plus élevée. Donc, la dispersion là, des performances est plus importante dans les entreprises privées. Donc, tu en as qui ne fonctionnent pas, puis tu en as qui fonctionnent super bien. Donc, comme on parlait tantôt de gestion active, que c'est intéressant dans des secteurs qui ont une plus grande volatilité, ben c'est la même chose quand tu investis dans du capital risque. Ben, la dispersion est plus importante entre les compagnies, ce qui permet aux gestionnaires talentueux, aux investisseurs avisés, là, de générer de meilleurs rendements que d'autres. Là, il suffit de se trouver dans le camp des investisseurs avisés ou des gestionnaires plus performants. Je vous souhaite de ne pas vous retrouver dans ceux qui sont moins performants parce qu'on s'entend, s'il y en a qui réussissent à cibler les bonnes entreprises, ben, il y en a qui vont automatiquement investir dans des entreprises qui réussissent moins bien. Donc, en espérant que vous soyez dans les deux types d'entreprises pour générer des rendements intéressants. Troisième avantage d'investir dans des entreprises privées, c'est la persistance des performances. Donc, contrairement là, les animateurs disent, contrairement aux fonds communs de placement, par exemple, il y a certains secteurs, certains segments là, du capital risque qui vont. En fait, il y a certains segments de l'investissement dans des entreprises privées qui vont montrer une certaine persistance là, des performances historiques. Malheureusement, dans l'épisode, je ne me rappelle pas où ils n'ont pas dit d'exemples là, de secteurs privés où les performances étaient historiquement plus stables ou plus élevées. Puis comme on le sait, historiquement, si un secteur performe davantage, ben habituellement, c'est pas non plus à l'infini que ça va se produire. Et le quatrième avantage, c'est l'effet psychologique. Donc, les restrictions là, sur la liquidité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas, comme, mettons, le marché public, je peux demain vendre toutes mes actions, sortir mon argent parce que je panique. Ben, c'est pas la même chose. Ils appellent ça des lock-up, là. Donc, tu vas être restreint. En fait, tu pourras pas réagir de manière impulsive aux fluctuations du marché.
Tu ne pourras pas retirer tes billes du jour au lendemain lorsque c'est un prêt privé. Donc, ça va favoriser automatiquement un horizon d'investissement qui est plus à long terme et ce qui colle plus avec la mentalité qu'on doit avoir lorsqu'on investit notre argent. Il parle ensuite de certains intangibles. Donc, historiquement, là, le capital, l'investissement privé, ça ciblait des entreprises qui avaient des actifs plus tangibles. Mais donc, on parle de terrain, d'immobilier, de matériel. Mais aujourd'hui, ils disent qu'il y a environ 20 à 25 des entreprises privées, des prêts privés qui sont offerts qui concernent des sociétés là, plus technologiques. Cette évolution-là reflète vraiment là, un changement qu'il y a eu dans les dernières années au niveau de la perception de ce que ça valait des actifs intangibles par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, en conclusion, c'est un épisode un peu plus court parce que, bien sûr, l'investissement privé, c'est pas ma spécialité, mais je trouvais quand même intéressant de parler de gestion active, que ça peut être intéressant dans certains cas. Bien sûr, je garde ma position que je pense que le plus simple, c'est d'investir dans un FNB indiciel parce que je trouve que c'est dur de miser sur le bon cheval alors qu'on sait que le bon cheval va changer aux 4-5 ans. Donc, je trouve ça difficile de réussir plusieurs fois de suite à travers 20-25 ans de miser sur le bon cheval au bon moment. Par contre, je trouvais ça intéressant quand même de présenter l'autre côté de la médaille de la gestion active, donc ses avantages, mais aussi un domaine un peu moins connu, l'investissement dans des prêts privés, dans des entreprises privées, qui est de plus en plus accessible, mais qui nécessite bien sûr, pour moi, d'avoir un certain montant d'argent accumulé parce que tu ne peux pas investir dans des entreprises privées à travers ton CELI, ton REER. Donc, ça doit se faire, à moins que je me trompe, écrivez-moi si ce n'est pas le cas, mais ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est quand tu fais du prêt privé, c'est dans un compte non enregistré. Donc, il faut vraiment que les rendements générés soient intéressants pour battre là, ce que tu pourrais faire comme rendement dans un CELI qui est non imposable. Donc, en gros, là, ce que je retiens, c'est bien que en fait, ce que je retiens de l'épisode là, que j'avais écouté, c'est bien que la gestion passive offre une solution qui est quand même simple et efficace pour la plupart des portefeuilles. La gestion active peut quand même avoir du sens lorsque les marchés présentent une forte volatilité, là. Donc, les marchés privés, donc entre les prêts privés là, dans les entreprises, quant à eux, vont offrir des opportunités uniques, mais vont rester inaccessibles pour de nombreux investisseurs, comme je viens de mentionner. Il faut être quand même des montants intéressants ou si tu investis des petits montants comme sur certaines plateformes de prêts privés, que tu peux faire des prêts de 30 à la fois, là, ben, tu n'auras pas accès nécessairement à des entreprises intéressantes. Lorsqu'on parle de prêts privés de même, c'est plus des prêts entre individus et non entre individus et entreprises. Donc, la clé, là, ça reste d'adopter une stratégie qui est adaptée plutôt à votre profil d'investisseur puis à vos objectifs à long terme. Donc, il n'y a pas de je dois faire juste de l'indiciel, je dois faire juste de l'actif, je dois faire juste du prêt privé. Faut vous connaître puis respecter également la situation financière dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ce que je retiens de cet épisode-là, c'est que l'investissement, c'est une question de choix entre simplicité et opportunité. Donc, la gestion passive va offrir une approche qui est efficace, accessible, tandis que la gestion active puis le capital risque, là, investi dans des entreprises privées, va permettre d'exploiter parfois des inefficiences, mais va nécessiter un peu plus d'expertise et plus de patience. Donc, la clé, c'est de choisir une stratégie qui est alignée avec votre horizon de temps et vos objectifs. Donc, vous savez que personnellement, là, pour terminer l'épisode, j'opte pour la simplicité qui a prouvé plus souvent qu'autrement que ça pouvait surperformer des gens intelligents avec leurs analyses. Par contre, dans certains cas, une telle gestion active peut s'avérer adéquate selon votre situation. C'est à vous de voir. Ce jeudi, je vous présente une vingtaine de compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon fichier d'analyse Excel. Et la semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de G.L. Collins, écrit en 2016, qui s'appelle The Simple Path to Wealth, donc le chemin simple vers la richesse. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.